Et bienvenue, Ismaël. On va bientôt commencer le webinaire. Merci d'être présent aujourd'hui. On attend juste notre modérateur, Ismaël, de chez Akram. Ismaël. Oui, là. Bonjour. Oui. Vous recevez? Est-ce que vous me recevez? Bonjour. Ah, Bonjour, voilà. vous me recevez? Oui. Alors, Ismaël, je pense qu'on peut commencer. Oui. Bonjour. Bonjour. Ok, parfait. Alors, nous allons commencer. Je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Je suis Ismaël Ndjeoui, secrétaire exécutif de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Donc, j'ai l'honneur de modérer ce webinaire numéro 5 qui porte sur le café, images de marque et outils de communication. Alors, nous avons deux intervenants ce soir. Il s'agit de Sarah Charles, consultante en communication pour ITC Alliance for Action et rédactrice café pour Perfect Daily Print. Et Monsieur Abdel Basset Boulelois, expert marketing, branding et e-commerce pour ITC. Donc, ces deux intervenants vont nous faire des présentations. Et après chaque présentation, nous aurons donc des phases questions et réponses. Et après, une petite évaluation de chaque intervention avant donc de passer à la prochaine présentation. Il faut rappeler que ce webinaire, comme tous les précédents, interviennent dans le cadre de notre partenariat avec l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le groupe de recherche en économie agricole et des ressources naturelles de l'Université des sciences appliquées de Zurich. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première présentation, mais je voudrais au passage excuser le président de la CRAM, Monsieur Anselme Gouton, qui est à l'intérieur du pays pour l'installation des conseillers de la Chambre agricole, la Chambre de commerce agricole et industriel du Togo, en vue de préparer l'élection du président de la Chambre de commerce du Togo. Donc, il se de ne pas être présent parmi nous ce soir. Allons prendre la première présentation, celle de Sarah. Et là, Oui. Sarah, voilà, ok. Merci. Merci beaucoup, Ismaël. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer à partager ma présentation. Alors... Voilà, c'est bon, Ismaël, vous voyez la présentation? Oui, c'est bon. OK. Alors, voilà. Donc, je vais commencer
par faire une introduction. Donc, ce webinaire est vraiment sur la communication, le marketing, l'image de marque dans le secteur du café. Ma présentation est intitulée « Image, histoire et identité. Comment tirer parti pour sa marque ?» Raconter l'histoire derrière la tasse. Donc, je vais déjà vous donner une petite introduction sur le travail que je fais. Je suis consultante en communication pour le programme Alliances for Action du International Trade Center. Donc, nous travaillons sur différents projets avec des petits agriculteurs dans le secteur du café, du cacao et autres. Et on fait un travail en parallèle sur la communication, sur le marketing, sur la promotion des produits de valeur ajoutée issus des différentes chaînes de valeur sur lesquelles nous travaillons. Donc, je vais commencer par vous donner un petit peu de contexte. Alors, ça ne marche pas. Un petit peu de contexte sur Alliances for Action avant de vous parler un petit peu de la communication, comment ça entre dans nos projets, de notre partenariat avec Akram en particulier, et ensuite vous donner un petit peu les basiques, les principes pour la communication et l'image de marque. Donc, Alliances for Action tire parti de l'agriculture, du tourisme et de la fabrication pour obtenir un impact mesurable pour les petits exploitants agricoles, les artisans et les micro, petites et moyennes entreprises. Cette approche inclut tous les groupes de parties prenantes de la chaîne de valeur au niveau de la consultation, de la mise en œuvre et de la gouvernance. Donc, c'est un travail assez complet. On essaie de travailler tout au long de la chaîne de valeur, mais aussi avec toutes les parties prenantes. Elle cherche à construire des chaînes de valeur plus durables et plus compétitives à chaque étape. Elle favorise la transparence, la responsabilité et la qualité de l'agriculteur au consommateur. Donc, encore une fois, on essaie de surligner vraiment cette importance tout au long de la chaîne de valeur. Elle vise à améliorer les moyens de subsistance, à renforcer la résilience et à augmenter les revenus des héros méconnus de nos chaînes de valeur agricoles. Donc, finalement, tout cet effort, c'est pour revenir à la base, donc les petits exploitants agricoles qui sont à la base de nos chaînes de valeur. Et donc, le marketing et la communication, comment ça intervient dans nos projets, finalement. Donc, on commence toujours par une étape, on travaille dans le secteur de l'agriculture. Donc là, il s'agit de promouvoir la durabilité, d'améliorer la production. On travaille aussi au niveau de la gouvernance, donc politique plus propice aux affaires, accès au financement, partenariat public-privé. On travaille aussi au niveau de la transformation, donc créer une valeur ajoutée pour accroître le bénéfice, donc surtout pour les pays qui exportent par exemple le café vert. On essaie de travailler avec les petits exploitants agricoles pour faire des formations de roasting pour créer une valeur ajoutée et un meilleur profit. Et ensuite, accès au marché. Donc, trouver de nouveaux partenaires, améliorer la compétitivité, développer le sens des affaires, donner des formations là-dessus aussi. Et enfin, marketing et communication. Donc là, il s'agit d'établir une image de marque compétitive, identifiable et authentique pour assurer l'impact de toutes les étapes précédentes dont je viens de parler. C'est vraiment c'est la dernière étape en fait pour lancer le produit et qui relie finalement toutes les étapes précédentes. Donc, je vous parle brièvement de notre partenariat avec Akram. Donc là, vous voyez sur la photo les petits sachets de café. Ici, c'est un
un café issu d'un partenariat entre Alliances for Action et ACRAM. Donc là, sur le prochain, on voit d'un peu plus près les étiquettes. On avait, pour ce café-là, on avait du café provenant du Cameroun, via ACRAM. Et c'est un mélange d'Arabica et de Robusta de spécialité. Ce café a été ensuite présenté dans divers événements, notamment le Paris Peace Forum à Paris, dans des pop-up shops et events à Bruxelles et à Genève, aussi à l'événement AFCA au Kenya, et à l'événement ACP à Mombasa, je crois, au Kenya, cette année. Et à chaque fois qu'on présente le café, on a donc un barista qui fait le cupping, qui parle des origines, d'où vient le café, etc. Donc, le prochain slide, c'est l'autre café qu'on avait. Là, on avait du café provenant du Togo, d'Éthiopie, du Pérou, de Honduras. Donc là, on a vraiment misé sur notre partenariat avec ACRAM, mais aussi sur notre réseau Alliances for Action avec d'autres partenaires provenant d'autres régions d'Afrique sous-saharienne et aussi d'Amérique latine. Alors, là, je vous donne un petit peu d'inspiration, de motivation. Donc, ici, je vous présente l'impact de nos activités Alliances for Action à gauche et à droite, en particulier, de nos activités sur la com et le marketing. Et donc, là, on voit déjà avec nos différents partenaires, donc surtout des coopératives agricoles, les livrables sous le volet marketing et communication, c'était surtout des nouvelles présentations pour les acheteurs, des sites web rafraîchis. On a travaillé sur une histoire de marque, le slogan, un guide d'identité visuelle, tout le matériel de communication mis à jour et un portefeuille de photos professionnelles. On a fait des formations. Donc, j'ai fait partie de ça, j'ai donné des formations, j'ai travaillé dans les pays avec les coopératives. Et à la suite de cette formation, les coopératives ont décidé d'investir d'eux-mêmes dans un graphiste, un concepteur de site web, un photographe professionnel. Ils se sont vraiment, alors qu'avant de commencer les formations, marketing et communication, c'était vraiment quelque chose de pas très important finalement. Ils se concentraient surtout sur la qualité du produit. Mais suite aux formations, ils se sont beaucoup investis dans leur image. Et finalement, pour être concret, pour montrer que ça peut faire une différence, on voit ici 84 655 $ d'investissement obtenus par des ventes avec un acheteur américain pour cette coopérative éthiopienne, Yogachef Coffee Farmer Cooperative Union. Donc, je vous montre ça un peu pour vous donner une idée du travail que fait Alliances for Action, mais aussi de la différence que peut faire une bonne communication et une bonne image de marque. Donc, là, je commence plus ma présentation sur l'importance de la communication et les principes. Donc, pourquoi communiquer ? Alors, tout d'abord, la communication est le pont entre votre produit et vos clients potentiels. Prenez la parole. Votre produit est peut-être le meilleur sur le marché, mais si personne n'en entend parler, personne ne l'achètera. Donc ça, c'est important, parce que le bouche à oreille marche toujours, mais avec l'essor d'Internet et la révolution numérique, la compétition s'est intensifiée. Il est désormais pratiquement impossible de vendre un produit sans une présence en ligne, sans une image travaillée et sans une participation active dans les réseaux sociaux. C'est possible, mais ça devient de plus en plus difficile. Démarquez-vous de vos concurrents. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Aussi important,
il faut trouver votre audience, identifier votre valeur ajoutée. Qu'est-ce qui vous différencie de vos compétiteurs? Donc, c'est une qualité exceptionnelle, de l'innovation, c'est peut-être une entreprise dirigée par des femmes, vous avez un bon impact social, des méthodes vertes ou durables. Il faut trouver votre atout et construire autour. Ensuite, dans une ère de surinformation, envoyer un message simple et authentique. Donc ça, être commercial ne signifie pas être faux. Vous pouvez vendre et faire de la pub sans perdre votre identité culturelle ou vos principes, vos valeurs. Le message doit vraiment venir du cœur. Finalement, il s'agit de présenter votre identité et votre histoire unique au monde. Donc, les 7 principes de communication pour votre marque. Donc, ça, c'est pas global, c'est les miens. Mais ça peut peut-être vous aider. Donc, numéro 1, une bonne image qui se démarque des autres. Alors là, j'ai utilisé cette photo, ça donne quand même un bon exemple. L'œil va directement à la bouteille dorée. Et c'est pareil pour votre image de marque. Il faut essayer de se démarquer. Que ce soit votre brochure, votre site web, vos comptes de réseaux sociaux ou vos emballages, les premières impressions comptent. Le souci du détail en vaut vraiment la peine. Donc, visez un résultat simple, propre, et posez-vous toujours la question « Et moi, qu'est-ce que j'en pense en tant que consommateur ou en tant que consommatrice ?» Une image polie peut être le facteur qui fait la différence entre votre produit et 10 autres produits de qualité égale de vos compétiteurs. Alors, le pouvoir d'une bonne image, donc ça, ça dépend. Pour certains d'entre vous, ça ne peut pas être bateau. Pour d'autres d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle information, mais c'est vraiment important. Donc, il faut utiliser, si vous utilisez des photos, c'est vraiment simple. Il faut utiliser une photo d'un minimum de qualité, donc haute résolution. Il faut qu'elle soit droite et centrée, avec un sujet clairement mis en avant, pas trop encombré, simple. Donc, un visage, un produit ou un beau paysage. Et la photo doit raconter une histoire même sans légende. Alors ça, c'est par exemple pendant les formations que j'ai données ou le travail que j'ai fait avec les coopératives, j'ai remarqué que les photos qu'ils utilisaient dans leur présentation étaient justement floues, de mauvaise qualité, et ça envoie directement le mauvais message. Ça paraît peut-être pas très important. On pense toujours que c'est finalement le contenu ou la qualité du produit qui compte. C'est vrai, mais quand on utilise une photo floue ou mal cadrée, ça donne un peu le message de je ne fais pas attention aux détails, je ne suis pas ouvert à la vente. Donc, une belle image ou une mauvaise image peut faire toute la différence du point de vue du client. Surtout à l'ère des médias sociaux, des réseaux sociaux, où les gens sont habitués à de belles images, ils sont bombardés par de belles images toute la journée. Alors là, je suggère vivement d'investir dans une séance avec un photographe professionnel. Ça ne coûte pas forcément beaucoup. Vous pouvez juste prendre un photographe pour une journée et prendre des photos à tous les niveaux, par exemple au niveau de la ferme, au niveau des plantes, des agriculteurs, de la nature, au niveau du produit, donc les grains torréfiés, le café vert, le produit emballé, au niveau du traitement, le lavage, le séchage, la torréfaction, et même au niveau de l'entrepôt, donc les sacs de café. Ça peut être une journée avec un photographe, et ensuite les photos, vous pouvez vous en servir et vous en resservir pendant des années sur tous vos livrables de communication, que ce soit le site web, les réseaux sociaux, les emballages, partout. Donc c'est vraiment vous aurez vraiment un bon retour sur investissement.
Alors là, j'ai inclus des photos justement d'une des coopératives agricoles en Éthiopie qui avait engagé une photographe, Meklit Mersha, photographe locale. Et ils ont fait exactement ça. Une journée, elle a pris des photos à tous les niveaux, du grain à la tasse. Et voilà, ils ont un portefeuille de photos magnifique. Ils s'en servent, ils peuvent s'en servir et s'en resservir sur tout leur matériel. Alors, une bonne image peut vous emmener de ça. Alors ça, c'est un extrait d'une des présentations pour les acheteurs de cette coopérative agricole en Éthiopie. Alors, vous pouvez voir qu'ils ont mis une photo tassée. Ils ont tassé un petit peu la photo, elle est déformée. Le logo, c'est une version scannée, enfin vraiment mauvaise résolution. Ensuite, ils ont inclus une photo de... On ne sait pas trop ce que c'est. Eux, ils m'ont expliqué que c'était en fait leur bureau, qui voulait démontrer qu'ils étaient sérieux, qu'ils avaient beaucoup de locaux, beaucoup de personnel. Ce qui est logique, et je comprends, mais sur la photo, ça donne pas vraiment cet effet. Donc, vraiment, c'est pas une image très attrayante finalement. Et on a fait un très simple travail. Donc, on peut passer de ça à ça. Et là, j'ai utilisé aucun logiciel de design, rien de... C'est juste, j'ai utilisé le PowerPoint. Mais ce qui fait toute la différence, c'est la belle image. C'est une des images qu'a pris la photographe professionnelle. Il y a juste une photo, un logo de bonne résolution, le nom de la coopérative et là, en petites lettres, leur mission sociale finalement. Et vous voyez, ça donne un message clair. La mission sociale va très bien avec la photo. C'est clair, c'est simple et c'est beau. Donc, et c'est vraiment pas difficile à faire si on a une belle image. Alors, même si vous n'avez pas de photographe professionnel ou de photos à vous, il existe beaucoup de sources gratuites en ligne pour des photos de qualité. Donc là, j'ai inclus quelques liens. Moi, j'utilise beaucoup Unsplash. Et là, j'ai inclus un fait assez intéressant. Le cerveau humain traite les images 60 000 fois plus rapidement que le texte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Instagram et les réseaux sociaux beaucoup basés sur les images marchent tellement bien parce que le cerveau intègre beaucoup plus facilement l'information par l'image que par le texte. Donc, servez-vous de ce fait et vraiment misez beaucoup sur l'image. De bonnes photos sont vraiment essentielles pour capter l'attention et faire passer votre message. Donc, le deuxième principe, choisir et maintenir une image de marque. Donc là, je ne vais pas beaucoup en parler puisque mon collègue Abdel Basset de ITC va faire une présentation qui touche là-dessus, après moi. Mais en gros, il faut être cohérent. Donc, c'est pas un jour j'utilise ces couleurs-là, demain, j'utilise d'autres couleurs. Un jour, mes valeurs sont plus sociales et le lendemain, c'est plus sur la durabilité. Enfin, il faut essayer d'être cohérent dans son message, dans son concept, dans ses valeurs, dans son histoire, style, couleur, police de caractère, logo, tout. En fait, c'est quand les gens voient votre post sur Instagram ou sur Facebook, quand ils voient votre brochure, quand ils voient votre site web, ils doivent, avant même de voir votre nom, déjà savoir que c'est vous. Et la seule façon de faire ça, c'est de vraiment être cohérent. À chaque fois, utiliser le même style, les mêmes messages. Troisième principe, multiplier les plateformes de visibilité. Donc, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, site web. Et vous pouvez aussi
vous servir des sites et plateformes de vos partenaires et clients. Alors, je dis toujours, il vaut mieux en choisir un ou deux et bien les utiliser plutôt que d'ouvrir un compte sur toutes les plateformes et ne jamais s'en servir. Donc là, il s'agit de faire une petite recherche. Donc, quelle est la meilleure plateforme pour vous? Par exemple, bon, Instagram, c'est beaucoup plus visuel. LinkedIn, c'est un peu plus professionnel. Donc, si vous voulez surtout faire des contacts, LinkedIn, c'est bien. Facebook, c'est un petit peu plus informel, mais c'est bien aussi pour faire des contacts, pour partager des articles, etc. Donc, il faut vraiment faire une petite recherche et voir ce qui vous correspond le mieux. Mais c'est mieux d'en choisir un ou deux et de vraiment bien s'en servir et souvent, plutôt que d'en utiliser beaucoup et sporadiquement. Donc, il faut vraiment adapter votre contenu à chaque plateforme et à son public respectif. Alors, principe 4, connaître son audience et son marché. Alors, c'est très important de savoir qui sont vos acheteurs, ce qu'ils attendent en termes de livraison, ce qu'ils recherchent en termes d'information, de goût et de qualité, quelle est leur utilisation finale pour le café. Et puis, vous devez répondre à tout cela. Donc, restez au fait des tendances de votre secteur et faites des recherches clients pour vraiment savoir, pour répondre à leurs demandes, en fait. Donc, vous leur donnez l'information avant même qu'ils ne la demandent. Je pense que c'est un effort, c'est un investissement de temps, mais ça vaut le coup finalement. Plutôt que d'envoyer des messages où vous ne savez pas trop à qui vous vous adressez, souvent les messages peuvent vraiment partir dans le vide, donc c'est finalement une perte de temps. Donc mieux vaut investir son temps en faisant une recherche pour vraiment pouvoir faire une stratégie de marketing sur mesure. Alors, donc, donc trois piliers, on va dire. Donc, la recherche, rechercher les nouvelles tendances, les marchés cibles et la compétition. Alors ça, je trouve ça toujours... d'ailleurs, j'en parle dans le deuxième pilier de s'inspirer. Je trouve ça toujours très utile d'aller voir ce que font les compétiteurs, que ce soit dans votre pays, dans votre région et même international. Donc, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, il ne s'agit pas de copier vraiment, mais vous pouvez adapter ce qui vous plaît, ce que vous voyez qui vous plaît, et puis vraiment éviter ce que vous voyez qui ne vous plaît pas ou qui ne marche pas. C'est important. Et puis, inspirez-vous aussi de ce qui manque. Si vous voyez si vous pensez qu'il manque quelque chose sur le marché qui n'est pas offert, là aussi, c'est une opportunité. Et enfin, adapter sa stratégie de communication. Donc, adaptez-vous à la demande, mais ne compromettez pas votre image de marque. Donc, c'est important de trouver cet équilibre entre donner au consommateur ou au client ce qu'il demande, ce qu'il veut, mais restez ferme sur vos valeurs, votre identité culturelle, vos messages. C'est difficile de trouver cet équilibre, mais une fois que vous l'avez, ça vaut le coup et ça vous donne vraiment une image plus authentique. Alors, le cinquième principe, donc là vraiment, normalement c'est une formation que je fais sur quelques jours. Là, je vous donne vraiment les extraits, les parties les plus importantes. Le cinquième principe, raconter une histoire. Alors ça, c'est ma partie préférée, puisque une partie de mon travail, c'est raconter des histoires. J'écris aussi des articles sur le café pour Perfect Daily Grind. Certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un journal en ligne sur le café. Alors vraiment dans une société où le rythme est rapide, qui est trop
automatisé et axé sur le numérique, l'humanité devient le nouvel atout. Une fois que votre public vous connaît, vous fait confiance et vous apprécie grâce à vos efforts de communication, il sera plus susceptible d'aller acheter chez vous plutôt que chez le compétiteur qui a moins de personnalité. Alors, j'ai inclus j'ai oublié le mot en français, quotes. Alors, le premier de Seth Godin, le marketing ne concerne plus ce que vous faites, mais les histoires que vous racontez. Ça, c'est vraiment très vrai aujourd'hui. Alors qu'auparavant, le marketing, c'était vraiment plus sur ce que vous faites, sur le produit. Maintenant, c'est complètement misé sur les histoires que vous racontez. Et le deuxième, c'est de Maya Angelou. J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, que les gens oublieront ce que vous avez fait, mais que les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Donc ça, c'est important pour le marketing, puisqu'on essaye de viser l'émotion, en fait. Ça, c'est ça qu'on n'oublie pas finalement, et c'est ça qui incite le consommateur à acheter. Donc, chaque café raconte une histoire. Alors, ici, j'ai inclus des étapes, en quelque sorte, pour trouver votre histoire derrière votre marque. Donc, tout d'abord, trouver son histoire de marque. Alors, pour trouver votre histoire, il faut d'abord poser ces questions-là. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous démarque? Qu'est-ce qui vous rend intéressant? Et quelle est votre valeur ajoutée? Donc, qu'est-ce que vous offrez que les autres n'offrent pas? Ça, c'est vraiment les questions de base à répondre avant de pouvoir trouver votre histoire de marque. Soyez authentique, suivez les tendances, répondez à la demande des marchés, travaillez votre image, mais avant tout, authenticité et simplicité. Être personnel, aussi très important. Donc, ça, c'est souvent une erreur que je vois. Dès qu'il s'agit de marketing, on pense oh, il faut que je mette mon costume et que je vous vois et que je parle des faits et des statistiques. Non, non. Un ton personnel vous rendra beaucoup plus unique et inspire aussi la confiance. Et enfin, partager son Afrique avec le monde. Donc, il y a beaucoup de marques de café, il y a beaucoup d'histoires à l'origine, mais comment vous percevez votre pays est unique, partagez-le. Donc, même si on parle de 10 marques qui vendent un produit similaire au Cameroun, chacune de ces marques aura une perception différente de son pays. Donc, c'est là que vous allez vraiment trouver votre message unique. Et c'est là que vous allez aussi intéresser les autres. Donc, si votre message vous intéresse, il va probablement intéresser les autres aussi. Alors, histoire de marque, les basiques. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, moins de faits, de statistiques et de témoignages, plus de personnalité, d'intérêt et d'authenticité. Emballez votre message dans une histoire qui transporte, simplifie l'information et provoque une réaction affective. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'émotion et le ressenti. Montrez que le bien-être des autres vous tient à cœur et pas seulement le bénéfice. Donc là, c'est aussi bien de mettre en avant votre impact social si vous en avez et de démontrer que ce n'est pas seulement l'argent qui vous intéresse. Partagez l'histoire, les obstacles, les succès et les propositions de valeur de votre marque. Aucune autre marque ne peut copier votre histoire. Alors ça, c'est aussi important. Donc, je vois souvent des marques ou les gens avec qui je travaille, quand je leur demande de faire un premier essai de leur histoire, pour leur histoire de marque, ils parlent seulement de leur succès. Donc, on a tant de personnel, on a fait tant de ventes, on est les plus gros producteurs dans la région.
Et ça, finalement, bon, c'est bien, mais ça marche beaucoup mieux de partager vos obstacles. Donc, de dire, de parler des obstacles auxquels vous faites face ou auxquels vous avez fait face et de montrer enfin, ce que vous faites pour aller, voilà, pour aller au-delà de ces obstacles, c'est là c'est ça qui va démontrer votre force finalement. Alors de dire je suis fort, ça marche beaucoup moins bien que de dire j'ai été confronté à ça, j'ai fait ça, j'ai gagné. Ça démontre la force sans dire je suis fort. Et c'est beaucoup mieux et ça vous rend beaucoup plus humain et ça inspire beaucoup plus la confiance du consommateur, de l'acheteur finalement. Et c'est important aussi de parler de votre mission. Donc, beaucoup d'entre vous aujourd'hui font partie de coopératives, vous êtes souvent des organisations qui représentent des petits agriculteurs. Votre mission compte, parlez-en. La volonté de changer le monde n'est plus un cliché tant que les marques agissent réellement selon leurs valeurs. Et les consommateurs gravitent vers des marques plus humaines qui essaient de faire une différence, d'améliorer la vie des agriculteurs. C'est devenu de plus en plus... les gens sont beaucoup plus au fait. Ils sont au courant des inégalités qui existent et ils sont beaucoup plus... ils veulent beaucoup plus aider finalement et faire partie de quelque chose de plus grand. Pas seulement acheter un produit, mais acheter un produit qui aura un impact. Donc, ça m'amène à lier la mission à la marque. Alors là, il faut vraiment poser les questions. Quelle est votre mission? Donc, si votre entreprise traite de la communauté, du changement social, de l'autonomisation économique, utilisez-le. Ça fait vraiment une bonne histoire. Ne considérez pas l'objectif de votre marque comme une histoire de fond. Contribuer à un impact social est un atout et les acheteurs voudront en faire partie. Mais vous n'êtes pas un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif. Vous êtes avant tout une entreprise. Donc, si vous avez un produit que vous essayez de vendre, quelle qu'en soit la raison, même si c'est pour améliorer la vie de vos agriculteurs, même si c'est pour faire un profit minimum, vous êtes quand même en train de vendre un produit. Donc, vous avez un produit de qualité, présentez-le comme tel. Donc, il ne s'agit pas de dire investissez dans notre entreprise, achetez notre produit seulement parce qu'on aide les gens. Mais il s'agit de parler de ça, mais aussi de montrer que vous avez un produit de qualité, sérieux, et que vous êtes compétitif sur le marché, avec ou non cette histoire d'impact social. Alors, votre avantage est ici, allier les affaires et le changement social et économique. Et d'ailleurs, juste un petit aparté, c'est que pour vraiment vous inciter à parler des gens derrière votre marque, à parler des gens avec lesquels vous travaillez, les gens s'intéressent aux gens. Si vous avez remarqué, lorsque vous montrez des photos de vacances à vos amis et à votre famille, ils sont beaucoup plus intéressés par les photos avec des visages que par les paysages et les sites. Quand vous montrez les paysages, en général, ils bâillent, alors que dès qu'il y a un visage, d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc là, je ne vais pas trop m'y attarder parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais je donne un exemple. Donc, c'est de nouveau cette coopérative éthiopienne. Et donc, on a retravaillé leur présentation et on a trouvé leur histoire. Donc, je me suis assise avec eux. Ils m'ont donné, je crois, au moins 20 slides de statistiques, de dates, d'informations que j'ai transformées en une histoire qui tient sur un slide, mais qui a tous les éléments. Donc, on a commencé par l'aspect culturel. On parle de la région,
On parle du peuple Oromo, donc c'est la région en Éthiopie. On a donné un petit peu un aspect culturel. Ensuite, on a parlé aussi donc de l'obstacle. Mais le grand nombre de petits exploitants agricoles dans la plus grande région productrice de café d'Éthiopie est un défi pour l'harmonisation de la qualité et la distribution équitable des bénéfices aux agriculteurs. Donc en fait, ils avaient tellement de petits plots que c'était difficile et d'harmoniser la qualité du café et de redistribuer le profit équitablement. Ensuite, on parle du deuxième obstacle plus global, les effets néfastes du changement climatique. Et pour finalement terminer avec la formation de l'Union des coopératives. Donc, pourquoi est-ce que la coopérative existe? C'est justement pour améliorer la situation suite à ces obstacles, pour donner une protection sociale, pour assurer la qualité du café et pour instaurer des pratiques climato-intelligentes pour un avenir durable. Donc là, en fait, en une petite histoire, on a tout couvert et c'est beaucoup plus intéressant que 20 slides qui montrent des graphiques, des tableaux, etc. Alors, le sixième principe, trouver son réseau et partager. Donc là, il est vraiment essentiel de vous connecter avec les acheteurs et partenaires au niveau international, régional et national. Il faut commencer un dialogue et souvent, une fois que la conversation est engagée, les idées et les opportunités commencent à couler. Alors, pensez autrement. Ne vous contentez pas de contacter les acheteurs ou de cibler toutes vos communications sur eux. Vous pouvez aussi attirer l'attention des entreprises locales et régionales, même à d'autres niveaux de la chaîne de valeur, pour démarrer de nouveaux partenariats sur la valeur ajoutée ou qui augmenteront votre portée et votre impact. Et là, je pense que c'est vraiment aussi une bonne idée donc je crois que j'en parle dans le prochain slide. Voilà, les principaux outils de networking. J'ai gardé le bon anglais parce que je trouve vraiment pas de mots français aussi bien. Donc, utilisez toutes ces plateformes-là, donc les réseaux sociaux, et pas seulement pour regarder. Donc, liker, taguer, utiliser les hashtags, commenter, envoyer des messages privés. Il s'agit de mettre en marche une discussion pertinente et authentique. Utiliser les plateformes informatives café. Donc, par exemple, le journal en ligne pour lequel j'écris, Perfect Daily Grinds, c'est spécialisé sur le café. Vous pouvez même leur envoyer un message, leur dire faites un article sur moi. Ça, ils vont peut-être dire non, mais ils vont peut-être dire oui. Utiliser l'événementiel. Donc, essayez d'être présent. Tous les événements autour du café. Par exemple, les événements AFCA, les événements ACRAM, les événements ACP, essayez de voir où vous pouvez être présent pour présenter votre produit, pour raconter votre histoire, pour faire des contacts. Et vous pouvez aussi, si vous avez une coopérative, inviter les gens à découvrir votre produit, visiter l'usine, etc. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation. Et je termine toujours par attention aux détails. Alors, je ne sais pas si c'est juste moi, mais quand je suis sur un site web et que je vois des fautes d'orthographe ou un lien qui ne marche pas ou des choses comme ça, je perds vite intérêt parce que ça donne pas vraiment une image sérieuse, ça donne l'impression que finalement, ça m'est égal si vous êtes sur mon site ou pas. Alors, donc il y a des choses vraiment, c'est important d'y accorder de l'importance. Donc, obtenez vos informations correctement, vérifiez les statistiques, les informations historiques, les chiffres, les spécifications techniques, les noms et les postes des personnes. Ça peut paraître banal, mais c'est vraiment, vraiment important. Et c'est aussi
quelque chose que même les grandes organisations internationales oublient de faire souvent. Obtenez vos liens correctement, donc c'est ce que je disais. Il faut que les liens fonctionnent. Ah, j'ai oublié le slide, donc ça c'était le oui. Et le non. Évitez les fautes d'orthographe et de grammaire. N'utilisez pas des photos mal cadrées ou floues. Ne laissez pas toutes les sections de votre site web vides ou en cours de construction. Mieux vaut les supprimer complètement si vous ne pouvez pas les remplir. Et enfin, ne faites pas de déclarations que vous ne pouvez pas soutenir. Par exemple, nous assurons une livraison dans un délai d'1 semaine, ou nous sommes les plus grands producteurs du Cameroun, ou des choses comme ça que vous ne pouvez pas soutenir, parce que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, que ce soit sur la première partie de la présentation et le travail de Alliances for Action ou sur la deuxième partie sur les principes, vous pouvez les poser maintenant ou à la fin. Merci. Merci, Sarah. Alors, nous te félicitons pour cette très belle présentation. Et là, nous avons encore toutes les informations que tu nous apportes, particulièrement sur le pouvoir de l'image et de la visibilité pour mieux positionner nos cafés pour atteindre le maximum de public. Et je me réjouis de savoir qu'il y a parmi des communications de plusieurs entreprises dans le café et responsables marketing. Et donc là, nous allons prendre des questions et en même temps, je crois avec la collaboration de ITC, nous allons passer aussi au sondage, au petit sondage que nous faisons après la présentation. Ah oui. Alors, est-ce qu'on peut lancer aussi le sondage sur quel groupe, sur l'audience, sur quel groupe il représente? Parce que je pense qu'on avait… Sur l'audience, oui. Oui, ok. Donc, je partage? Ouais. Oui. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de vous mettre le sondage au début. Donc, on pose toujours cette question pour savoir un petit peu à qui on parle. Si vous pouvez compléter le sondage, quel groupe représentez-vous? Agriculteurs, producteurs, agroprocesseurs, entrepreneurs, commerçants, torréfacteurs, professionnels fournissant des services à l'industrie ou organisations internationales, décideurs ou bien chercheurs universitaires. On pose toujours cette question pour savoir un petit peu qui sont les gens derrière l'écran qui s'intéressent à nos webinaires et à ces informations. Alors, je vais laisser encore une minute. Oui. On est un petit peu… Je suis désolée, Abdelbasset, j'ai essayé de faire vite, mais… Oui, je comprends. C'est un sujet très, très large. Hein. Ouais. Donc, ouais. En même temps, j'ai l'impression d'avoir tout dit, mais d'avoir rien dit. Mais non, c'est complet. Ok. Alors, je termine le sondage. Donc, on a une majorité de professionnels fournissant des services à l'industrie, quelques agriculteurs. Merci. Et on va peut-être aussi lancer le sondage, Abdelbasset, avant ta présentation. Oui, on peut lancer avant. Hein. Oui.
Oui. Alors, on va encore vous embêter avec un deuxième petit sondage sur l'identité visuelle. C'est une question très rapide. Avez-vous développé un guide d'identité visuelle pour votre marque? Oui ou non? Alors, c'est simple. Si vous pouvez tous voter, puisque la question est directement liée à la présentation d'Abdelbasset qui va suivre. En fait, juste une petite parenthèse, le guide d'identité visuelle, c'est le document qui explique l'utilisation de votre logo, les couleurs que vous utilisez, votre site web, la signature, comment vous écrivez des emails, comment vous communiquez sur les supports sociaux, etc. En anglais, on dit branding guidelines, parce qu'il y a plusieurs terminologies. Ok. Alors, je vais laisser encore quelques secondes. Ok. Donc, non. La majorité, non, mais quand même pas mal de oui. Donc voilà. D'accord. Ok. Ok. Je peux commencer ou on fait comment ça marche? Oui. Oui, ok, très bien. Je vais juste présenter, partager l'écran avec vous. Est-ce que vous voyez bien la présentation et vous m'entendez bien? C'est parfait. Très bien. Donc, moi, c'est Abdelbasset. Donc, je suis conseiller en marketing, image de marque et e-commerce à ITC. En fait, c'est une unité à ITC qui travaille sur du projet voilà, lié au marketing, image de marque et e-commerce. Je travaille à ITC depuis 2014. Et puis, j'ai travaillé récemment sur des projets du café et du thé en Afrique de l'Est sous le projet Markup. Donc, je vais pouvoir partager avec vous ces expériences. Dans ma présentation, en fait, je vais couvrir trois principes ou trois thématiques. En fait, le premier sujet qui me semble vraiment pertinent, en fait, le lien entre l'image de marque et la valeur ajoutée. En fait, la valeur ajoutée, comme vous le savez, c'est le sujet, en fait, c'est ce qu'on montre à travers une image morte, une forte image, et ce qui permet de vendre plus et d'avoir une marge plus importante et ce que permet à l'entreprise de survivre. Tout d'abord, en fait, je voudrais faire un petit rappel sur comment on peut utiliser une marque. En fait, d'après mon expérience, il y a certaines entreprises sur le terrain, elles oublient qu'elles sont une marque en fait. Elles pensent que la marque s'applique à des téléphones ou des iPhones ou des télévisions ou des choses sophistiquées, des voitures, mais ce n'est pas le cas en fait. En fait, une marque, ça peut couvrir tout type de produit. Du moment où vous avez un produit ou un service à vendre, vous pouvez dire que j'ai une marque. Sucre, vous avez des pneus, Goodyear, vous avez des marques même de l'eau, les bananes avec des marques. Donc, vous aussi, dans le secteur du café, vous êtes une marque. Donc, vous pouvez appliquer tout ce qu'on dit sur les marques. Je sais que ça peut paraître banal, mais c'est vraiment basique et c'est important. Donc, en fait, là, je voudrais présenter une citation de Philippe Kotler. Je pense que certains vous le connaissent. C'est un professeur en marketing et stratégie internationale. En fait, lui, il a beaucoup étudié ce sujet. En fait, la différence entre une marque et une commodity. Donc, en fait, il y a beaucoup d'entreprises, en fait, elles sont dans une logique de commodity, c'est-à-dire que elles pensent qu'elles ont juste un produit banal, on va dire, ou un produit à vendre. Elles s'intéressent juste au prix. Donc, il y a juste le prix. Voilà, ils vont dire, une entreprise, elle va dire, oh, écoutez, j'ai une telle quantité de café à vendre et voici le prix.
En fait, c'est ça, c'est ce qu'il appelle, lui, esprit de commodity. En fait, il fait la différence avec la marque. Donc, il identifie l'art du marketing et l'art de bâtir une marque. Si vous n'êtes pas une marque, vous êtes une marchandise. Alors, le prix et tout, et le producteur à faible coût, il est le seul gagnant. Donc, vous voyez deux logiques. Soit on est une marque et on applique ce que Sarah a dit, ce que vous savez sur le marketing, ou soit vous n'êtes pas une marque. Donc, voilà, la seule chose qui vous intéresse, c'est le prix. Et du coup, vous êtes en compétition avec les autres, vos concurrents sur les prix. Et ça, en fait, si vous êtes dans cette situation, vous devez réfléchir encore une fois et vous devez en fait faire ce changement et évoluer vers une marque. Donc, selon plusieurs études, si vous regardez, en fait, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le terrain qui prouvent les bénéfices de la marque. En fait, selon la boîte de consulting McKinsey, avoir une marque forte permet de multiplier les bénéfices, presque le double, 1,9. 1,9, c'est la différence le bénéfice entre une entreprise qui a une marque forte et une entreprise qui est dans une logique de commodity, c'est-à-dire un produit de base sans identité, on connaît juste son prix. Voilà. Je voudrais aussi, dans ce slide, vous donner un exemple concret sur comment une marque peut apporter une valeur ajoutée, une marge au producteur. Donc, vous voyez par exemple ici deux types de bananes. La banane en haut, en fait, c'est une banane genre sans marque, vendue juste comme ça sur un supermarché. En fait, dans ce premier cas de figure, voici la répartition du prix. En fait, ici, on parle du prix final. Par exemple, sur 1 kg, on a 1,49 frais d'importation, frais de traitement 0,38 et la marge, elle est de 12 centimes. Par contre, si la banane elle est sous l'étiquette Max Havelaar, elle peut prétendre à un prix supérieur. Et dans ce cas de figure, le petit producteur, comme vous le voyez ici, il peut avoir une marge, tripler sa marge. En fait, il a une marge de 30 centimes au lieu de 12 centimes. Et en fait, il peut réclamer ce prix et même le consommateur, il va l'acheter. Il ne va pas penser que c'est cher parce qu'il y a une marque derrière. Il sait que s'il y a une marque derrière, il sait que le producteur final, il aura une rémunération juste. Donc, vous voyez, en fait, c'est un exemple simple pour vous dire que sur un produit, on va dire basique comme les bananes, le fait d'avoir une marque, en fait, peut vraiment changer la donne. Et vous imaginez, quand on parle de marge de 30%, le double, en fait, c'est beaucoup pour un petit producteur. Surtout si la quantité est beaucoup plus importante. Donc, je continue en fait. Voilà, on a aussi constaté que dans le milieu B2B, que les acheteurs professionnels en fait préfèrent les marques lors de leurs achats et ils sont prêts en fait à acheter plutôt chez les marques fortes en fait. Par exemple, selon un sondage, 64% des acheteurs font des achats dus à la marque en fait, une relation de marque existante. Ou bien, l'autre sondage par exemple, 60% des acheteurs déclarent avoir été prêts à payer un supplément pour des articles de marque, en comparant ça avec des articles sans marque. Donc, vous voyez, en fait, ça c'est juste, j'ai pris deux exemples, mais vous trouvez, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, c'est prouvé, ça marche partout, ça marche en Europe, en Afrique, partout. En fait, la marque, elle peut changer la donne, en fait. Elle peut changer la donne et elle peut vous ramener des acheteurs potentiels qui sont prêts à payer plus. Donc, en fait, ce graphique, il résume un peu ce que j'ai dit dans cette première en fait, présentation. En fait, ici, j'ai essayé de synthétiser ou de vous expliquer un peu le passage, en fait.
comment aujourd'hui, si vous êtes un produit de base, comment faire ce voyage ou comment évoluer vers un produit premium ou de haute valeur, c'est-à-dire un produit d'une bonne marque en fait. Pour nous, à ITC, en fait, il y a une démarche qui est au milieu, c'est la démarche marketing et emballage aussi. En fait, ici, j'ai intégré emballage car je trouve que en fait, l'emballage, il reflète en fait le marketing, votre marketing. Et sur cette base, les consommateurs, ils vont aussi juger la qualité de votre produit. Donc, quand on est dans le premier cas de figure, en fait, on est dans un esprit, comme je disais, en fait, il n'y a que le prix qui compte. Donc, on se considère voilà, comme un vendeur, par exemple, de café, voilà, sans marque, comme ça. Ben, tout ce qui compte, c'est l'argent, c'est le prix. Donc, focus sur le prix, sur le produit. On est dans les transactions transactionnelles. Donc, voilà. Donc, dans cet état d'esprit, on ne peut pas, en fait, réclamer un prix élevé. On est dans une démarche de compétition sur le prix. Et sur le long terme, ce n'est pas soutenable. Donc, si on change cet état d'esprit, on entre dans une optique de marque forte et utilisation des bons emballages, bien sûr avec d'autres éléments de qualité, etc. Mais ici, c'est juste pour vous donner une idée. En fait, on peut aller vers un produit premium. On peut réclamer un prix plus élevé parce que dans notre démarche de marque, en fait, on met en valeur les caractéristiques du produit, par exemple. Par exemple, au lieu de dire « voici mon café », vous allez, en fait, là, je fais, en fait, ça rentre en lien avec ce que Sarah a dit au début. Tout ce qui est historique, tout ce qui est les attributs de produit. Là, vous allez dire, voici mon produit, voici ses caractéristiques, avantages. J'apporte une valeur ajoutée au consommateur, à l'acheteur. Donc, je peux réclamer un prix élevé. Et voilà, et j'ai le support, en fait, marketing. J'ai un bon site web professionnel, tout le reste. Donc, les gens, ils me font confiance quand ils voient tout ça. Et puis, ça me permet de réclamer mon prix élevé par rapport au prix quand on est dans une logique de commodities. Voilà. Donc, oui. Après, dans cette deuxième section, en fait, je voudrais vous montrer quelques exemples. Ce sont les meilleures pratiques dans le domaine du café que j'ai pu constater dans les projets sur lesquels j'ai travaillé récemment. Le projet Markup là, en Afrique de l'Est qui couvre Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, etc. Il y a aussi un autre projet en Guinée-Conakry, sur lequel je travaille récemment. Donc, en fait, je vais ici vous donner quelques exemples sur l'utilisation du guide de l'identité visuelle d'une façon cohérente et aussi quelques astuces par rapport aux éléments énumérés ici, nom de marque, slogan, logo, brochure, emballage, réseaux sociaux et l'ensemble des éléments. Donc, vous allez voir dans les slides suivants, il y a quelques subtilités, quelques détails importants à prendre en considération. D'abord, on commence par le nom de la marque. Donc, pas de règle magique pour choisir ce nom, mais toutefois, vous devez prendre en compte certaines considérations pour avoir un bon nom de marque. D'abord, il faut qu'il soit de préférence facile à prononcer. Voilà, surtout sur un marché, si vous visez l'Europe, ou un marché, voilà, si le nom est dans votre langue d'origine, votre langue. Voilà, essayez un peu de trouver un compromis, un nom facile à prononcer, pas très long. Aussi, si c'est possible, mentionner des références géographiques. Donc, si vous êtes… on va voir dans les slides suivants, en fait, il y a c'est une pratique courante dans le domaine du café d'utiliser des noms liés à la géographie, aux montagnes, aux rivières, etc. Aussi, ce qu'on avait aussi, c'est des bonnes pratiques, des noms liés à l'histoire de l'entreprise, l'histoire du fondateur. Les références sociales aussi peuvent fonctionner, surtout si vous ciblez le commerce équitable. Aussi, je le dis, c'est banal, mais je le dis quand même, il faut éviter de copier les noms des autres marques. Il faut que votre nom de marque soit authentique.
Et aussi, bon, dernier point, aussi vérifier que la prononciation de votre nom n'est pas liée à des concepts négatifs dans la langue du marché cible. Vérifiez bien comment on le prononce. C'est en anglais, ça pourrait potentiellement signifier quelque chose de négatif. Donc, faites attention, faites une petite vérification avant de choisir le nom de marque. Voilà. Donc, après, on va voir le slogan. Donc, voilà, le slogan, en fait, c'est un élément optionnel, mais très recommandé. Donc, parfois, le logo soi-même n'est pas suffisant pour montrer ou pour montrer l'idée derrière votre marque. Donc, vous pouvez compléter avec une petite phrase, compléter l'idée ou le projet de votre entreprise. J'ai pris ici deux exemples sur lesquels on a travaillé récemment. Par exemple, cette entreprise Friends of Mothers, ils ont choisi un slogan simple, Bright Beans, Bright Futures. Donc, c'est direct. L'autre, elle a choisi Coffee is our, le café, c'est notre héritage, notre futur. Et puis aussi, ils ont mentionné en fait l'année de création de cette entreprise, 1955. Et puis, ils ont aussi mentionné le fait qu'il soit basé en Tanzanie. Donc voilà, c'est du cas par cas. Donc, mais c'est quelque chose, c'est une pratique qu'on recommande dans le marketing. Voilà, après, on va voir le logo. Donc, je tiens à préciser que le logo, en fait, le logo, il est l'élément central de l'identité visuelle. Quand on travaille avec des entreprises, la première chose, quand on développe un guide d'identité visuelle, et Sarah aussi, elle peut le confirmer, en fait, la première chose sur laquelle on travaille, c'est le logo. En fait, le choix des couleurs et du style du logo, il va définir la suite, il va définir en fait les aspects graphiques des autres éléments. Le logo va définir votre charte graphique, va définir les codes couleurs, la typographie, etc. Donc, faites très attention et vraiment consacrer cet exercice. Il ne faut pas le prendre à la légère, il faut vraiment consacrer beaucoup de temps pour la création du logo. Je vous rappelle que, en fait, c'est une histoire. Créer un logo, ça peut prendre des mois. Ce n'est pas une histoire de quelques jours. Moi, j'ai vu dans certains projets, en fait, parfois, on travaille sur le logo pendant 2-3 mois. Il y a plusieurs itérations, des rounds, genre de changements. Même, des fois en entreprise, ils doivent voir aussi en interne, faire des réunions, valider les choix. Il y a aussi une pratique récente qu'on recommande, c'est de faire un test sur les marchés cibles. Par exemple, si vous visez, on va dire, le marché européen, vous pouvez en fait tester plusieurs propositions de logos avec des consommateurs réels, vos consommateurs potentiels futurs. Il y a des solutions en ligne comme Cint. Je peux vous écrire ça par message après. En fait, c'est une solution avec un budget, par exemple, on va dire, pour faire un petit sondage de 1 500 € en moyenne. Vous pouvez avoir, en fait, testé vos propositions avec un échantillon, on va dire, de 300 ou 400 personnes sur du marché comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Et puis, eux, ils vont vous donner, en fait, un point de vue local, en fait, leur perception de votre logo. Leur préférence. Et ça pourrait aussi vous aider dans ce choix de logo, de couleur. Vous pouvez faire plusieurs questions, pas juste le logo, aussi les autres éléments. Par exemple, quels sont les éléments qu'ils préfèrent, etc. Quels sont les facteurs d'achat, etc. Donc, aussi, une autre remarque importante sur les spécifiques au café, en fait, les logos du café, ils ont une spécificité en fait. Et on voit souvent, comme vous voyez ici, des images en fait, des personnes, des vraies personnes, des producteurs. On voit des gens qui représentent la culture du pays, la culture locale. On voit des symboles nationaux, par exemple. On voit des montagnes, on voit des rivières, on voit les graines du café. En fait, c'est une spécificité des logos du café. J'ai aussi d'autres exemples à vous montrer. Et ça, c'est souvent le cas, en fait, parce que dans le domaine du café, on travaille souvent avec des coopératives. Et en fait,
avec les coopératives, on voit souvent, en fait, les meilleures pratiques, ces logos, ils contiennent les mains. On voit souvent les mains des gens, on voit les gens, on voit plusieurs couleurs. En fait, on voit des symboles qui montrent l'union des forces et des ressources pour exprimer un format coopératif. Par exemple, il y a deux exemples ici. Un exemple à gauche, on voit plusieurs couleurs. Donc, ça communique la transparence et l'honnêteté. À droite, on voit un travailleur. Il n'est pas en costume, il est dans son champ. Voilà, il est impliqué, il est en train de faire son travail. Voilà. Donc, si vous êtes une coopérative de café, je vous invite à prendre ces éléments en considération et potentiellement retravailler votre logo pour montrer ces éléments qui reflètent l'esprit coopératif. Voilà, j'ai après d'autres exemples à vous montrer. Ça, c'est des exemples du projet Markup en Afrique de l'Est. Ça, je prends un exemple de l'entreprise Baho Café au Rwanda. En fait, on a fait un travail de marketing, on a mis à jour leur identité, on a créé une identité visuelle et on a créé un nouveau logo pour eux. Vous voyez ici ce qu'on symbolise, en fait, les symboles de ce logo. Vous voyez l'ancien logo. Franchement, l'ancien logo à gauche, bon, c'est en noir et blanc. Bon, ça, l'image, elle n'est pas vraiment, elle veut rien dire. Après, ce qu'on a fait, en fait, on a mixé trois principes, en fait. Vous voyez les feuilles de café ici, avec le symbole d'une personne heureuse et le ciel. Donc, on a un peu ces symboles. Vous les voyez ici dans le logo, en fait. Donc, et puis, en fait, ça exprime mieux, en fait, l'idée derrière. Plusieurs concepts, en fait. Ciel, personne heureuse, feuille de café. C'est un exemple avant l'intervention d'ITC et après l'intervention d'ITC. J'ai d'autres exemples. Cette fois, c'est à Guinée-Conakry. Aussi, c'est un projet récent. Donc, vous pouvez voir le premier exemple, Café Monimba. Donc, en fait, Monimba, c'est une série de montagnes en Guinée. Ici, sur le logo à gauche, en fait, on voit les montagnes, elles ne sont pas très, on va dire, très claires. On ne voit pas vraiment les montagnes ici. L'idée des montagnes, l'idée derrière Monimba, elle est un peu cachée derrière. Ce qu'on a fait, en fait, on a mis en avant, comme vous voyez sur le logo à droite, on a mis en avant le Monimba, l'image ici des montagnes, elle est mise en avant. Voilà, on a changé ça. Aussi, le même exemple en Guinée, une entreprise qui s'appelle Café du Fouta. Fouta aussi, c'est un endroit en Guinée, c'est une montagne. Vous pouvez voir ici à gauche, la montagne en fait qui signifie, qui est à l'origine du nom de l'entreprise, elle est cachée derrière le café ici. Mais quand on a fait le nouveau branding, on a changé ça. En fait, on a mis en avant la montagne Café Fouta. On voit donc bien la montagne. En fait, dans le logo, elle prend une bonne place. Il y a le nom aussi. En fait, il est plus grand, plus moderne. Donc, ce sont deux exemples, en fait. Je crois que j'ai deux autres exemples. C'est 5 compagnies. C'est une entreprise au Rwanda. Donc, vous voyez, avant notre intervention, ils avaient un logo basique, quoi. Bon, c'est franchement, bon, à part la petite graine de café, moi, ça ne me dit rien en fait. Je ne pense pas au café quand je vois cette photo. Hein. Donc, on a fait ce travail de branding. Donc, l'entreprise a voulu miser sur en fait, le drapeau et l'identité du Rwanda. Donc, on a utilisé les couleurs du Rwanda. Et voilà, clairement, on a dit Made in Rwanda fait partie du logo. Donc, vous voyez la différence avant et après. Pareil, un autre exemple, Gorilla Highlands Coffee. Donc, vous pouvez voir aussi, il y a un lien en fait. Il y a un lien entre les gorilles et la marque. Donc, ici, sur l'image à gauche, le logo, en fait, on voit les gorilles ne sont pas mis en avant, en fait, dans cette photo. Et ce qu'on a fait, nous, en fait, dans la nouvelle proposition, on a mis en avant la photo, les gorilles, et en fait, on a mis aussi, vous voyez ici, en fait, des feuilles d'arbres. En fait, on a aussi essayé de mettre en avant l'environnement naturel qui reflète, en fait, ce nom. Donc le nouveau logo, il représente mieux l'entreprise et
son élément, on va dire, principal qui est l'allégorie ici. Voilà, donc ce sont quelques exemples. Voilà, après, on passe aux autres éléments. Bien sûr, en fait, le guide d'identité visuelle contient plusieurs éléments, hein. On peut même énumérer une dizaine. Là, en fait, aujourd'hui, vu la contrainte du temps, moi, j'ai juste en fait pris les éléments clés pour vous montrer un peu, enfin, quelques pistes de réflexion. Donc, pour la brochure, pareil. En fait, la brochure, c'est un endroit, en fait, c'est un document où vous allez mettre les informations sur votre entreprise, sur vos produits, vos valeurs et voilà, votre adresse, etc. Aussi, il faut penser à préparer des versions PDF et aussi des versions papier parce que aujourd'hui, comme vous savez bien, on est en 2020, le monde, voilà, on est dans le monde digital. Donc, les acheteurs potentiels, ils pourraient vous demander une version PDF. Donc, vous allez envoyer ça par email ou par WhatsApp. Donc, pensez à avoir une version prête, on va dire, dans votre disque dur que vous pourriez partager rapidement avec les personnes intéressées. Ouais, ici, j'ai pris un exemple en fait de Café du Foot à Guinée. C'est une brochure qu'on a développée récemment. Donc, vous voyez, en fait, on a utilisé le logo, on a mentionné l'adresse, le numéro de téléphone, l'email, voilà, les informations sur l'entreprise, des photos en fait réelles. C'est des photos prises dans les champs et comme vous le voyez ici, donc voilà, avec des belles photos et pas trop de texte aussi, hein. Il faut pas mettre trop de texte dans vos brochures, il faut laisser un peu d'espace, les aérer un peu. Donc voilà, c'est un exemple en fait, c'est un bon exemple à suivre. Après, au niveau de l'emballage, donc là j'ai pris juste des exemples dans le domaine en fait, dans la vente en vrac, dans le B2B. Donc n'hésitez pas en fait à profiter de montrer votre identité sur les sacs de café en fait. Donc vous pouvez en fait imprimer votre logo sur ces sacs et c'est une bonne occasion en fait pour mettre en valeur votre marque. Nous, on voit souvent des entreprises de café ou de thé qui vendent leurs produits dans des sacs en fait sans aucune information. En fait, c'est une perte, c'est du gâchis en fait. Il faut mieux exploiter cette opportunité voilà, pour faire connaître votre marque. Et aussi un élément important en fait, un élément intéressant, ce qu'on voit souvent en fait, surtout en Europe ou en Amérique du Nord et dans d'autres pays aussi en Asie, en fait, les vendeurs des cafés, surtout de spécialité, en fait, ils mettent ces sacs dans les fenêtres, les vitrines de leurs magasins ou cafétérias. Donc, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de places disponibles. Donc, ils vont choisir les plus beaux et ceux qui transmettent le mieux la culture d'origine. Donc, si vous avez un bon sac avec voilà, une belle photo voilà, qui reflète un logo bien fait, original. Donc, il y a des fortes chances que les vendeurs de café, notamment de spécialité, ils vont choisir votre sac pour l'exposer sur leur vitrine. Voilà, ici c'est juste un petit rappel, Sarah a bien abordé le sujet sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important. N'hésitez pas à partager vos histoires, vos efforts quotidiens et vos succès, en fait. Et surtout, sur les réseaux sociaux, il faut utiliser des paragraphes courts et clairs, surtout sur Twitter. L'autre recommandation aussi, c'est qu'il faut alterner en fait les messages entre les informations spécifiques liées au produit, les messages émotionnels impliquant l'équipe de travail ou la communauté. Donc, vous ne pouvez pas en fait faire des posts en fait sur les réseaux sociaux juste sur une seule thématique. Il faut diversifier, il faut faire un programme. En fait, ça rentre dans la stratégie, dans votre stratégie de marketing digital. Donc, voilà, donc vous devez avoir un planning en fait mensuel ou trimestriel des posts en fait sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez alterner entre plusieurs messages. Voilà. Voilà, en fait, au final, quand on met l'ensemble des éléments en fait ensemble,
Voilà, on a quelque chose de cohérent et de consistant, en fait. Ça, vous voyez un exemple. On voit bien une consistance, en fait, entre les éléments graphiques de l'identité visuelle. Une belle brochure, carte de visite, site web, activités sur les réseaux sociaux, un sac de café, emballage en petit format. Donc, vous voyez donc le tout en fait, le tout, et c'est ça ce qu'on appelle en fait une bonne image de marque. En fait, c'est le tout ensemble vous donne en fait la cohérence, cette consistance vous permettent de dire que voilà, j'ai une bonne image de marque en fait professionnelle et je peux prétendre, en fait, je peux réclamer un prêt plus élevé sur le marché en B2C, en B2B. Donc, grâce à ce travail en fait de marketing. Voilà. Donc, le dernier point, en fait, je voudrais parler brièvement de l'importance du e-commerce, en fait, surtout dans le monde post-Covid, là, post-Covid-19. On a vu, en fait, après la pandémie du coronavirus, une augmentation de l'usage du e-commerce. Donc, là, par exemple, j'ai pris une statistique, en fait, récente qui montre le changement dans l'utilisation du e-commerce pour acheter des produits normalement achetés au magasin. En fait, ici, on voit que dans pas mal de pays, en Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, l'Inde, même en Afrique, hein, on voit que les gens, en fait, ils utilisent de façon en fait, plus importante le e-commerce. Parfois, la croissance ou l'usage en fait, supplémentaire, il peut même, j'ai vu des fois, pas sur ce graphique, ça atteint 100%. En fait, on a vu durant le confinement, les gens utilisent de plus en plus le e-commerce. Et même selon d'autres études, en fait, il y a plusieurs personnes qui veulent même, en fait, qui utilisent le e-commerce pour la première fois et qui vont, en fait, qui le découvrent et qui l'apprécient et qui vont l'utiliser même après la crise. Donc, moi, je vous invite à réfléchir en fait sur l'adoption de ce nouveau, il est depuis une dizaine d'années, en fait, ce canal de vente, il est très intéressant et surtout, comme je disais, dans ce monde post-Covid où il y a vraiment une croissance à deux chiffres du commerce. Donc, pensez-y. Et puis, on est là pour vous aider. Je vais montrer dans les slides suivants comment faire. Oui, en fait, ça, c'est la suite de ce que je disais dans le slide précédent. C'est un exemple, en fait, d'une entreprise qui s'appelle eBay. Je pense que vous connaissez eBay. C'est une grande plateforme de e-commerce international. En fait, avant le Covid, en fait, eBay, vous voyez ici, en fait, elle a enregistré des pertes presque de 5%. Elle était vraiment dans on va dire, en déclin. Elle a enregistré des pertes. Voilà, il y avait trop de concurrence, etc. Mais vous voyez ici, en fait, durant le deuxième trimestre de 2020, en fait, l'entreprise a enregistré une croissance de 25% des ventes. Donc, vous imaginez hein, l'effet de la pandémie sur le e-commerce, en fait. Et cette tendance, elle est aussi valide dans les autres marketplaces, Amazon, Alibaba, la plateforme chinoise, aussi les plateformes locales au niveau en Afrique ou dans la majorité des pays, il y avait une croissance en fait à deux chiffres après le corona. Donc c'est une raison de plus pour adopter le e-commerce. Donc voilà, comme je disais au départ, moi je travaille dans une équipe ITC l'équipe marketing, image de marque et e-commerce. Donc ça c'est notre deuxième volet de travail, e-commerce. Donc nous avons créé une plateforme qui s'appelle Ecom Connect. Donc voici le site. Donc c'est une plateforme, c'est une communauté en ligne sur le commerce électronique avec un accent particulier pour les professionnels, les entreprises des pays en développement et des pays moins avancés. L'inscription, elle est gratuite, donc vous aurez accès à des ressources, en fait, à des conseils par des professionnels du e-commerce. Il y a aussi des outils en ligne, comment vendre en ligne. Vous trouverez des informations sur les marchés virtuels, sur les tendances en e-commerce, comment digitaliser les produits, accès à des formations en ligne, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très utile pour les personnes, pour les entreprises
en fait, qui veulent commencer l'aventure du e-commerce, qui veulent commencer à exploiter ce canal de vente. Donc, je vous invite vivement à rejoindre notre communauté. Même si vous n'êtes pas aujourd'hui dans le e-commerce, on accepte tout le monde, donc soyez le bienvenu. N'hésitez pas à s'inscrire. C'est rapide, ça prend 2 minutes et vous aurez accès à beaucoup de ressources. Et donc, au-delà de ça, en fait, ça c'est la plateforme, en fait, c'est notre plateforme Ecom Connect. Et aussi, au sein de l'unité, en fait, on travaille sur des projets e-commerce en faveur pour aider les petites entreprises à faire du e-commerce, à lister, à vendre leurs produits sur des marketplaces. Donc, vous voyez, on a un programme d'apprentissage du modèle de formation en e-commerce. On fournit de l'assistance technique sur le terrain, on fait des formations sur le terrain et aussi en ligne. Donc, on cherche des solutions, on facilite par exemple, on cherche des solutions de paiement, des solutions innovantes en termes de e-commerce. On met les gens ensemble, on vous montre en fait quelles sont ces solutions, comment les utiliser. Aussi, on travaille sur des partenariats avec des entreprises de e-commerce international, des entreprises de logistique comme DHL. On a aussi une collaboration avec eBay, Pioneer qui est un provider de solutions de paiement, etc. Donc voilà, donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour parler e-commerce, sinon j'aurais profité de cette occasion pour en dire plus. Mais là, en fait, vous avez l'adresse. N'hésitez pas à s'inscrire et puis à nous poser vos questions. On a aussi un onglet spécifique où vous pouvez poser vos questions et puis l'équipe elle est là pour répondre à vos questions. Voilà, donc c'est tout pour moi. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, merci. Merci Abdel. Voilà. Exposé très, très, très intéressant et je suis sûr que ça ne va pas manquer de réactions ou de questions vu la qualité de nos auditeurs et leur profil. Donc voilà, nous avons là également vu le pouvoir de la marque et les supports et canaux de communication appropriés qu'il faut pour mieux positionner notre café et surtout comment quitter la zone des produits de base. Et il faut dire qu'au niveau de la CRAM, nous faisons beaucoup encore dans les produits de base. Hein? Donc, il serait très bien de pouvoir donc sortir de cette zone-là et pourquoi pas viser les prix premium. Et c'est là donc toutes les et de ceux qui l'ont suivi. Et du coup, donc, nous ouvrons là maintenant la phase questions-réponses pour ceux qui souhaiteraient intervenir. Et je crois qu'Abdel est impatient de vous répondre. Et par la suite, Sarah, si tu le permets, on peut également lancer la phase de sondage. Alors, avant de terminer, c'est juste un petit sondage pour avoir votre retour un petit peu sur le webinaire. C'est important pour qu'on puisse toujours s'améliorer dans notre contenu, bien qu'on arrive à la fin de cette série, puisque le dernier webinaire de cette série, en partenariat avec Akram, sera le 26 août. 26, oui. Alors, j'en profite là pendant cette petite pause pour remercier de nouveau nos partenaires, l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, sans qui nos projets ne seraient pas possibles et qui font vraiment partie de nos projets, de notre partenariat aussi avec Akram et de nos objectifs, donc de créer une valeur ajoutée
dans les pays producteurs de café Robusta et par la suite d'améliorer les revenus des petits exploiteurs agricoles. Donc, c'est vraiment l'objectif final. Donc, merci à tous les partenaires Alliances for Action, puisque Alliances for Action, c'est avant tout des partenariats solides pour avoir un impact positif dans les chaînes de valeur agricoles. Donc, merci. Je vais finir le sondage. Merci d'avoir voté. Voilà, Ismaël, je te rends la parole. Merci Sarah. Alors, le sondage, il dit quoi? Nous avons très bon 47% et bon 53%. Ouais. Donc, ce sont les avis qui se dégagent de ce cinquième webinaire. Alors, par la suite, nous voulons remercier les 44 participants, on en a compté 44 participants qui ont pris part à cette série. Et les quelques questions que nous avons eues portaient essentiellement sur la disponibilité des supports qui ont été présentés depuis la première session jusqu'à celle-là maintenant. Il en reste une. Alors, comme l'a dit Sarah, la prochaine et dernière session aura lieu le 26 août, mais cette fois-ci, pas à 15 heures comme d'habitude, compte tenu du décalage que nous avons avec Singapour, parce que nous aurons un intervenant de Singapour. Et l'horaire donc qui a été fixé est 12 heures GMT plus 1, donc heure d'Afrique centrale, 11 heures heure d'Afrique de l'Ouest. Et je crois, oui, à quelle heure chez vous? Et Ismaël, juste pour compléter ton information, la prochaine session sera sur perspectives et tendances dans le secteur du café qui rejoint la séance d'aujourd'hui. C'est exact. C'est exact. Merci Sarah. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons donc boucler cette série de ce cinquième webinaire donc, qui a porté sur le café, images de marque et outils de communication. Nous remercions les présentateurs de ce jour, les panélistes Sarah et Abdel pour la qualité de leur présentation, pour tout ce qu'ils ont mis comme information à la disposition des opérateurs et acteurs qui ont pris part à cette session. Et je crois que beaucoup vont certainement vous contacter individuellement. C'est de là l'occasion aussi de communiquer vos mails sur la conversation. Donc, voilà, pour qu'ils puissent les noter et prendre la tâche avec vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.